Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de L'humain à droit. Aujourd'hui nous vous proposons de découvrir un sujet qui transforme profondément nos sociétés à une vitesse fulgurante, l'intelligence artificielle. L'IA soulève des questions fondamentales qui dépassent largement le simple cadre de la technologie. Qui est responsable lorsqu'un algorithme cause un préjudice? Nos données personnelles sont-elles réellement protégées dans un monde d'apprentissage automatique massif? Et à l'heure où une vidéo générée par IA peut convaincre n'importe qui, peut-on encore faire confiance à ce que nos yeux voient? Ce sont ces questions juridiques, éthiques et démocratiques que nous allons explorer ensemble. Pour nous accompagner dans cette réflexion, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Alain Strohel, spécialiste en droit de la propriété intellectuelle et des nouvelles technologies. Monsieur le professeur, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. L'intelligence artificielle est partout dans le débat public et pourtant elle est difficile à saisir, y compris pour les juristes. Avant même d'aborder ses implications concrètes, il nous semble essentiel de clarifier ce dont on parle. L'intelligence artificielle est souvent présentée comme une révolution comparable à l'électricité ou Internet. Juridiquement, est-ce que nous sommes face à une simple innovation technologique ou à un changement de paradigme selon vous? Bon, une belle question pour démarrer. Le titre de votre podcast, d'ailleurs, convient assez bien à cette séance, puisqu'on essaiera de retrouver la trace de l'humain dans le droit. Et lorsque le droit est appliqué à l'intelligence artificielle, il faut peut-être un peu chercher davantage encore que dans d'autres domaines. Mais donc, à votre question, simple innovation technologique ou changement de paradigme, j'ai l'impression que vous avez d'ailleurs lu des théoriciens de la science qui ont parlé du changement de paradigme, Thomas Kuhn. Alors, je dirais non, pas un changement de paradigme, encore qu'on devrait s'entendre sur ce qu'on entend par changement de paradigme. Mais l'idée est, je pense qu'on a une évolution et une innovation qu'on appelle incrémentielle. Qui est une innovation progressive. C'est pas une innovation de rupture. En fait, l'intelligence artificielle, c'est du logiciel, c'est du software. Et on sait depuis assez longtemps que, selon la formule qui est bien connue aux États-Unis, le logiciel mange le monde. Software is eating the world. Et je pense que c'est encore plus vrai avec l'intelligence artificielle, qui est une forme plus développée de logiciels, mais elle est en train de manger le monde dans le sens où elle prend une place de plus en plus importante dans plein d'activités, et pour nous juristes notamment, c'est important. Mais ça reste du logiciel, donc il y a une continuité, il y a peut-être quand même un changement important, c'est l'idée que c'est un logiciel qui devient autonome. Cette idée d'autonomie, difficile à définir, mais en tout cas, il y a de l'auto-apprentissage de l'intelligence artificielle. Et donc, la machine n'est pas aussi neutre et aussi passive qu'elle a été. C'est une machine qui, elle-même, peut apprendre et évolue. Donc, ce caractère autonome et évolutif pose de nouvelles questions au droit. Mais cela dit, ça reste une machine logicielle, mais beaucoup plus complexe. Ok, merci beaucoup. Et pour rebondir, peut-on à ce jour, du coup, la définir juridiquement, l'intelligence artificielle, malgré son aspect technique et très évolutif? Mais oui, je pense que c'est toujours possible de définir juridiquement. Ça, c'est d'ailleurs la puissance du droit qui peut s'emparer de n'importe quel fait, n'importe quel phénomène, et il lui donne une définition pour le faire rentrer dans ces catégories et pour pouvoir alors le traiter. Donc, je pense qu'on peut donner des définitions qui vont d'ailleurs plus ou moins correspondre aux définitions techniques, mais il y en a toute une série. Et il y a des définitions juridiques de l'intelligence artificielle dans le règlement sur l'intelligence artificielle, puisque on va quand même un tout petit peu en parler. C'est le centre du dispositif européen qui régule l'intelligence artificielle. Vous avez une liste de définitions, beaucoup trop d'ailleurs, il y en a 63 dans l'article 3 de ce règlement. Et la première définition, c'est celle du système d'intelligence artificielle. Ah, je l'ai sous les yeux là, un système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d'autonomie, cette idée d'autonomie, et qui fait preuve d'une capacité d'adaptation après son déploiement, cette idée d'autodéveloppement ou d'auto-apprentissage,
et qui travaillent avec je lis pas l'ensemble de la définition, c'est trop long. Elles sont toujours trop longues, ces définitions juridiques, avec des inputs et des outputs. Et les outputs, c'est quoi? C'est des prédictions, c'est des décisions, c'est des recommandations. Et c'est ça qui pose problème lorsqu'il y a des outputs qui sont des décisions, hein. Et là, on va sans doute y arriver, parce qu'en droit, il y a quand même des décisions. C'est peut-être justement la caractéristique de la justice, c'est de rendre des décisions, mais il y a d'autres domaines où le droit influence la pratique à travers peut-être d'autres opérations que des décisions. Mais donc oui, c'est possible de fournir une définition juridique, on en a une, et soit dit en passant, la première version du règlement sur l'intelligence artificielle avait une définition qui renvoyait directement à la notion de logiciel. On disait c'est un logiciel avec certaines caractéristiques. On a laissé tomber ça. Bon, maintenant on parle de système automatisé avec certaines caractéristiques, mais ça montrait davantage la continuité par rapport au logiciel. Merci beaucoup. Mais parfait, ça suit le reste des questions. Maintenant qu'on a posé ces premières bases, nous allons nous intéresser donc à l'application concrète de l'IA dans le monde juridique. Donc l'IA, est-ce qu'elle peut devenir un outil d'aide à la décision juridique fiable, notamment avec la justice prédictive, la compliance automatisée ou encore la due diligence automatisée? Oui, alors fiable. Jusqu'à un certain point, mais il faut aussi s'en méfier. Donc il y a fiabilité et méfiance qui doivent être gardées. Alors je distinguerai quand même différents aspects dans votre question, parce que vous parlez de justice prédictive. Là, effectivement, tout ce qui est décision devient essentiel. Et je pense que la place de l'intelligence artificielle pour ce qui est de rendre la justice, de décider entre des prétentions de différentes parties et de rendre justice, doit être limitée, et il faut un maximum de sauvegarde. On peut en parler après. Pour ce qui est, parce que vous avez évoqué aussi compliance automatisée, c'est vrai que le droit se déploie de plus en plus comme système, si vous voulez, de régulation par la compliance. Il faut se mettre en conformité à des règles qui sont prédéterminées, et notamment pour tout ce qui est réglementation dans le domaine économique, parce que c'est plutôt pour des opérateurs économiques qu'on impose la compliance. On ne va pas imposer ça à des êtres humains, ça devient d'être trop lourd. Mais enfin, il y a toujours quand même des êtres humains qui travaillent dans les organisations et qui doivent rendre ces organisations compliant par rapport à des exigences. Mais c'est le cas en droit, je sais pas, financier. Le droit, et on en parlera peut-être davantage, des données personnelles, c'est aussi assez bien de la compliance, où il faut respecter une série de choses. Mais le législateur a prévu ça, c'est du droit qui est déterminé, comme on dit, ex ante. On a toute une série d'obligations que l'on doit respecter. Alors, pour cette forme de régulation-là, là, je pense que l'intelligence artificielle a une place plus grande à prendre. Parce que, bon, c'est des mises en conformité qui peuvent se faire en utilisant ces outils, en partie, mais il faut toujours effectivement qu'il y ait une vérification des faits par rapport aux exigences de la compliance. Mais donc, dans ce domaine du droit-là, le droit de la compliance, il y a potentiellement une place plus grande pour ces outils. Et quand on voit certains outils qui sont développés, j'ai un tout petit peu testé Harvey, il y en a d'autres, LegalFly, etc. On voit que pour ces domaines-là, ça peut être aussi de la mise en conformité dans le domaine de l'environnement, parce qu'on a plein de normes, ou dans le domaine de la santé, il y a plein de normes, on doit respecter des obligations de compliance. La propriété, pardon, l'intelligence artificielle et les outils peuvent jouer un rôle très important dans ces domaines-là. Donc je pense qu'il faut un peu distinguer les différents domaines du droit, et c'est vrai que le domaine par excellence du droit, c'est l'exercice de la justice, c'est le juge qui... Mais il y a autre chose que le droit, et la place de l'intelligence artificielle va varier selon les domaines d'application du droit. Mais parfait, je vais vous laisser maintenant avec Elena qui va vous poser la suite des questions. Ces perspectives soulèvent immédiatement une question qui est au cœur même du droit, celle de la responsabilité. Car lorsqu'une IA se trompe, lorsqu'elle cause un dommage, notre système juridique doit être en mesure de désigner un responsable. Or, c'est précisément là que les choses se compliquent. Le droit de la responsabilité civile actuel est-il suffisant ou faut-il un régime spécifique pour l'IA ?
En cas de dommage causé par une IA, qui serait donc responsable? Le développeur, l'éditeur, l'utilisateur ou le fournisseur de données? Bon, c'est des questions vastes que vous me posez, donc je pourrais pas y répondre. En tout cas pas complètement. Ne vous attendez pas à une réponse définitive. Mais ce qui est intéressant, parce qu'on a parlé d'abord du droit un peu de la compliance, celui-là, il intervient ex ante, avec des obligations prédéterminées qu'on doit respecter. Ici, vous parlez de la responsabilité, ça c'est justement le droit classique qui intervient ex post, c'est-à-dire il y a d'abord les faits, hein, il y a les actes qui commettent ou qui créent des dommages, et puis il y a la question de la responsabilité. Donc le droit de la responsabilité intervient après les faits, hein, il est ex post, qui est un domaine classique du droit. Et dans ce domaine-là, effectivement, il devient très compliqué sans doute d'appliquer les règles, par exemple, de la faute. Alors moi, je suis pas un spécialiste de la responsabilité, mais je peux un peu en parler, appliquer à l'intelligence artificielle. L'idée d'avoir un système de responsabilité avec faute, je pense qu'on devrait l'oublier dans le domaine de l'intelligence artificielle parce que ce sera très compliqué à établir. Euh, Par ailleurs, vous avez évoqué différents responsables possibles, hein, le développeur, l'éditeur, l'utilisateur. Oui, mais on a d'autres catégories, par exemple, qui sont déterminées dans le droit ex ante du règlement, où là on parle du fournisseur, du déployeur, de l'importateur, du distributeur, qui sont tous des opérateurs, et ces différents opérateurs peuvent avoir un rôle différent dans l'obligation de respecter ex ante toutes les obligations que ce règlement définit. Mais alors, bon, parmi ces intervenants-là, qu'on appelle tous en général des opérateurs, la responsabilité du fournisseur va être plus grande que celle du déployeur. Le déployeur lui-même peut se transformer en fournisseur parce que assez souvent, celui qui déploie ajoute certains modules, adapte à un cadre particulier, et donc il participe aussi un peu au développement. Euh, bon, importateur-distributeur, c'est moins important comme opérateur dans la chaîne. Mais donc, le fournisseur sera au centre, d'autant plus qu'il faut, je pense, appliquer un mécanisme de responsabilité sans faute. Et il est maintenant possible d'appliquer le droit de la responsabilité des produits, qui est un système de responsabilité sans faute dès lors qu'il y a défectuosité du produit qui cause un dommage. Donc il y a encore l'idée de dommage, il y a l'idée de lien de causalité, mais il y a cette notion de défectuosité du produit. Et donc tout l'enjeu, c'est de savoir comment on va pouvoir mettre en application ces règles dont, je répète, je ne suis pas un spécialiste de la responsabilité des produits, mais on a étendu assez récemment par le règlement sur la responsabilité du fait des produits, on a étendu ce régime de responsabilité à ces nouveaux produits que sont les logiciels, alors que les logiciels, justement, étaient exclus du champ de la notion de produit. On avait une vision plus classique des produits matériels, hein, les voitures, etc. Bon, là, c'était responsabilité du fait des produits. Mais on avait exclu les logiciels. Maintenant, ils sont inclus, ce qui fait que ce droit de la responsabilité du fait des produits peut s'appliquer plus facilement, puisque les logiciels sont inclus et que l'intelligence artificielle, on l'a vu, c'est une forme de logiciel. Et donc, cette révision des règles en matière de responsabilité des produits crée des présomptions, notamment euh, une présomption de dommages et de liens de causalité qui vont faciliter la charge de la preuve pour la personne qui est préjudiciée. Donc je pense que on va pouvoir se débrouiller avec ce nouveau droit qui est une responsabilité sans faute pour celui qui met sur le marché, là, celui qui est le fabricant a priori, mais on parle plutôt de fournisseur dans le domaine des outils d'intelligence artificielle, dont la responsabilité pourrait être mise en cause sur base de cette forme de responsabilité. Donc le fait qu'on n'ait pas
revu les règles spécifiques à la responsabilité parce qu'il y avait un autre projet qui a été retiré entre-temps par la commission qui voulait s'appliquer uniquement à l'intelligence artificielle, mais il n'était peut-être pas tout à fait nécessaire compte tenu des possibilités d'appliquer la responsabilité du fait des produits. Alors tout le débat sera aussi sur quand est-ce qu'un système d'intelligence artificielle est défectueux. Ça, on verra comment la jurisprudence va se développer. Mais je crois que c'est important. Effectivement, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est cette jurisprudence qui a pris du temps à s'établir en matière, par exemple, d'accidents automobiles. Maintenant, il y a une responsabilité pour les fabricants d'automobiles. Et on a toute une jurisprudence, notamment d'abord aux États-Unis, qui s'est développée. Et on a peut-être le début ici dans le domaine du numérique, pas spécialement intelligence artificielle, par rapport, vous avez suivi ça, à ces plateformes qui offrent les services de réseautage social. Donc il y a eu des procès récemment impliquant notamment Meta, TikTok, etc., qu'on attaque du point de vue de la responsabilité classique, parce qu'on considère qu'il y a un dommage en termes d'addiction. Et donc on les compare à des produits aussi qui sont des produits nocifs comme le tabac. On a cette nouvelle approche qui s'installe aux États-Unis parce qu'aux États-Unis, ils n'ont pas tout ce droit ex ante. Hein. Ça, ils veulent pas réglementer parce que l'innovation, etc., on va pas bloquer l'innovation, mais on intervient après, hein, a posteriori. Et ça, c'est en train de se développer, mais c'est beaucoup plus lent parce que c'est à travers la jurisprudence, et sans doute que ça risque de se développer aux États-Unis, avec quand même à la clé, là, ce sont des sanctions importantes parce que les dommages et intérêts qu'on ramasse dans ces litiges-là aux États-Unis, incomparables avec ce qu'on peut obtenir en Belgique. Donc ça pourra commencer à faire réfléchir tous ces grands opérateurs de l'Internet qui font d'ailleurs différentes choses. Hein. Généralement, ils font des réseaux sociaux et c'est aussi les mêmes qui font les outils et qui offrent des outils d'intelligence artificielle. Donc la question de leur responsabilité, ça va jouer à travers les deux produits qu'ils offrent, intelligence artificielle et plateforme en ligne. Les deux vont s'articuler. Et donc, si on pousse la réflexion encore plus loin, pourrait-on envisager une personnalité juridique pour certaines formes d'IA, ou est-ce que c'est une fiction justement dangereuse? Je ne sais pas si c'est dangereux, je pense pas que ce soit dangereux, mais c'est inutile pour moi de créer une personnalité juridique liée à l'intelligence artificielle. C'est vrai que le Parlement européen avait pris une recommandation, je crois qu'elle date de 2018, si je me rappelle bien, et là ils avaient évoqué cette possibilité, mais bon, c'était juste une recommandation, donc ça n'avait pas beaucoup d'incidence. Ça avait suscité un débat avec des réactions en sens divers. Il y a eu des thèses, il y a d'ailleurs une chercheuse ici du Louvain qui a fait une thèse vraiment sur ce sujet-là. Est-ce qu'il faudrait reconnaître une personnalité juridique? Bon, maintenant, on considère que c'est inutile et ça pourrait poser d'autres problèmes parce que il y a quand même toujours des opérateurs qui sont derrière, et notamment, je citais le fournisseur, que vous avez appelé plutôt le développeur, mais peu importe, qui sont derrière ces intelligences artificielles et qui peuvent être tenus responsables. Et pourquoi est-ce qu'il faudrait rendre cette machine intelligente responsable? Qu'est-ce que ça apporte à nous, les humains? Je ne suis pas sûr de l'utilité de passer par là. Euh, c'est vrai que on a attribué une certaine personnalité juridique dans le domaine de l'environnement. Vous le savez, à certains fleuves, certains milieux euh, naturels, des écosystèmes. Bon, là, je pense que ça peut peut-être se justifier parce que justement, il y a notre rapport à la nature, et je pense qu'il est bon que les humains aient ce rapport à la nature, considéré aussi peut-être comme un sujet de droit, mais je ne vois pas pourquoi on devrait faire la même chose avec ces machines qui sont de plus en plus sophistiquées. Ça n'apporte rien sur le plan symbolique, parce que de nouveau, dire qu'un fleuve a des droits, ok, bon, c'est bien sur le plan symbolique, mais il faut encore, bien entendu, qu'il y ait des humains qui mettent cette responsabilité en jeu, et c'est là que ça se passe. Hein. Mais sur le plan symbolique, ça peut avoir un certain sens pour peut-être améliorer le rapport à l'environnement, à la planète. C'est la seule qu'on a, gardons-la. Voilà. Donc c'est un peu différent par rapport au monde des machines. Donc Parfait. n'attribuons pas. C'est inutile, en tout cas, je ne pense pas que ce soit dangereux.
Donc pour passer à un autre sujet, on va parler d'un sujet fondamental, un sujet qui nous touche au quotidien, celui de nos données personnelles. Comme on le sait, l'intelligence artificielle repose sur l'exploitation de volumes massifs de données, indispensables à son entraînement et à l'amélioration de ses performances. Elle se nourrit donc en partie de quantités colossales de nos données, généralement à notre insu. Est-ce que donc le consentement est-il encore opérant dans un environnement d'apprentissage automatique massif? Et est-ce que le RGPD est-il adapté au modèle d'IA générative? Bien, de nouveau, il y a beaucoup d'éléments dans vos questions, on va essayer d'y répondre. Mais d'abord, je reviens sur en fait la convergence entre les réseaux sociaux et l'intelligence artificielle. Hein, vous l'avez par exemple avec X et Grok, hein, donc dans l'univers de Monsieur Musk, les deux outils. Et c'est parce que l'intelligence artificielle est connectée à des réseaux sociaux qu'elle peut pomper dans beaucoup de données personnelles. C'est notamment à cause de cette fusion. On trouve évidemment des données personnelles en dehors des réseaux sociaux, c'est clair. Et les outils d'intelligence artificielle ont été pompés des données au-delà des réseaux sociaux. Mais c'est quand même cette convergence qui est au centre un peu de la problématique des données que vous mettez en évidence. Alors, je pense que le droit des données, en tant qu'il est basé sur le principe du consentement que vous avez mis en évidence, effectivement, n'est plus adapté. Mais le consentement n'est pas la seule justification d'un traitement de données. Parce qu'effectivement, avoir un nouveau consentement, par exemple, pour tous ceux qui ont partagé des contenus qui sont des données personnelles sur les réseaux, bah, vous avez déjà donné votre consentement, sans doute assez large à travers les conditions générales que vous avez acceptées. Il n'est pas toujours clair que vous ayez accepté une réutilisation pour nourrir et entraîner des intelligences artificielles. Donc c'est pas impossible non plus d'utiliser le consentement, mais actuellement, les développeurs d'outils d'intelligence artificielle se fondent sur une autre cause qui justifie le traitement des données, qui est l'intérêt légitime. Puisque vous avez dans le RGPD une série de causes de justification du traitement de données. Consentement est la cause majeure, mais il y en a d'autres, et notamment l'intérêt légitime. Et donc là, il faut identifier l'intérêt, la finalité du traitement, voir si le traitement est nécessaire par rapport à cette finalité, et puis faire une mise en balance. Donc c'est les trois étapes classiques pour tout équilibrage, et soit dit en passant, ben, on est tous des équilibristes en tant que juristes, on doit toujours faire des concordances de droits et d'intérêts, et généralement on doit appliquer, comme en matière de droits fondamentaux, ces trois étapes, on doit les appliquer aussi pour la justification par l'intérêt légitime d'un traitement de données. Donc on retrouve en fait un fonctionnement du droit qui doit essayer de trouver une concordance entre différentes finalités et la mise en balance avec le droit des personnes. Mais donc on peut justifier l'utilisation des données sur base, je pense, de l'intérêt légitime. C'est celui-là qui a été mis en évidence comme cause de justification par les grands opérateurs d'intelligence artificielle générative. Donc il y a quand même une flexibilité dans le RGPD. Euh, Outre que le consentement peut dans certains cas être utilisé, il y a d'autres justifications possibles. On devra encore clarifier les choses, mais c'est pas impossible de l'utiliser. En tout cas, en ce qui concerne les justifications du traitement. Cela dit, je ne suis pas un grand fan du RGPD. Je pense qu'on doit restreindre surtout la notion de données personnelles qui a été un peu étendue tous azimuts, sans limite. Et il y a de la jurisprudence récente de la Cour de justice qui est amenée un peu à restreindre la notion de données personnelles. Je crois que ça fait sens parce que en pratique, je suis aussi praticien, avocat, je vois que ça pose beaucoup de problèmes pour les opérateurs économiques qui essaient de développer parfois des services ou des produits qui sont tout à fait utiles pour les consommateurs, mais qui sont limités par ces contraintes liées au RGPD et une vision un peu expansionniste de la notion de données personnelles. Comme vous le savez peut-être, il y a un projet d'omnibus
donc une nouvelle législation mise sur la table fin de l'année dernière par la Commission, et on envisage de revoir, en tout cas d'aligner la définition de données personnelles sur celle qui a été développée par la Cour de justice dans un arrêt CRB fin de l'année dernière. Et donc je pense que ça, c'est une voie qui permet de limiter en partie les contraintes du RGPD, sans devoir modifier les justifications. Donc on pourra continuer à s'appuyer sur le consentement ou sur l'intérêt légitime pour justifier des traitements de données, notamment par les outils d'intelligence artificielle générative. Ok, merci. Ensuite, pour poursuivre, on sait très bien que l'IA pose un autre problème, mais généralement invisible, celui des biais. Un algorithme n'est jamais neutre, il est le reflet de données sur lesquelles il a été entraîné, comme je l'ai dit précédemment, et donc souvent le reflet des inégalités et des préjugés qui traversent notre société. Un cas concret illustre parfaitement ce phénomène, celui d'Amazon qui a développé entre 2014 et 2017 un algorithme de recrutement censé trier automatiquement les candidatures. Il s'est avéré que ce système défavorisait systématiquement les candidatures féminines parce qu'il l'avait appris à partir de données historiques qui reflétaient elles-mêmes des biais de genre profondément ancrés. La question est donc la suivante. Les systèmes d'IA reproduisent-ils ou amplifient-ils les biais humains? Et pour aller plus loin, peut-on exiger donc une explicabilité des décisions automatisées dans le but d'une plus grande transparence? Bien, question essentielle, celle des biais, de la discrimination. Alors les systèmes d'IA, ben, vous l'avez dit, vous l'avez déjà expliqué, reproduisent des biais par exemple de genre, c'est l'exemple que vous avez pris, dans la mesure où ils s'appuient sur des données historiques, et effectivement, l'histoire a révélé des biais. Donc c'est pas étonnant de les trouver dans les outputs, les résultats de ces outils d'intelligence artificielle qui sont pas très intelligents par rapport à leurs données finalement. Bon, tout ce qu'on trouve dans les données, de biais par exemple, risque de se trouver au niveau des résultats. Donc ça, c'est assez clair. Alors, est-ce qu'ils sont davantage affectés par des biais que les décisions humaines? Ça, c'est une question plus complexe. Et il faut quand même pas négliger nos biais. Les biais humains qui se retrouvent d'ailleurs largement dans les données d'entraînement, les données historiques. Et donc, on a un cercle de ce côté-là plutôt vicieux. C'est les biais humains qui se retrouvent dans les données, et les données vont alors alimenter les biais dans les résultats. Donc, on doit essayer d'échapper à ce cercle vicieux. Euh, je dirais, les humains aussi ont toujours des biais, des préjugés, des idées préconçues. Ça fait partie de notre fonctionnement, je pense, malheureusement. On n'est pas suffisamment ouvert, on vient vers l'autre avec déjà des idées en tête. C'est ça qui, dans certains cas, aboutit à des relations nocives. Mais il y a un risque plus important avec l'intelligence artificielle qui est le côté systématique du biais. Parce qu'un humain peut avoir un biais peut-être dans un sens, dans un cadre donné, et puis peut-être avoir d'autres facteurs qui vont jouer et compenser dans un autre cadre, parce qu'il est mis en contact avec d'autres personnes dans un autre cadre. On a sans doute toute une série, je suis pas un spécialiste en psychologie, on a des biais qui s'appliquent différemment. Mais la machine, elle est beaucoup plus systématique. Et donc, elle va répéter exactement les mêmes de manière systématique et à une échelle incroyable. Donc, de ce côté-là, il y a une amplification par le fait que cette machine va refaire les mêmes biais à une échelle qui dépasse de loin l'échelle d'un humain. Donc, c'est vrai que là, il y a un risque majeur. On doit faire attention. Alors, le remède, vous avez déjà évoqué dans votre question, explicabilité. Des décisions automatisées, oui, c'est tout le débat sur la transparence, hein, qui permet alors l'explicabilité. Euh, c'est vrai que c'est l'outil qu'on a mis en évidence, notamment dans le règlement sur l'intelligence artificielle. Et c'est essentiel, on ne doit pas le négliger. Cela dit, ça va sans doute pas suffire, parce que qui est-ce qui est intéressé à creuser
le fonctionnement, le processus de prise de décision d'une intelligence artificielle, de voir, c'est impossible de toute façon, il y a tellement d'étapes et de couches dans un raisonnement basé sur l'apprentissage machine. Donc il y aura de toute façon des limites à cette approche par la transparence qui, je pense, nécessite de songer à d'autres modes de régulation. Et peut-être on s'est trop centré sur la transparence. C'est peut-être là un biais législatif européen, pas simplement en ce qui concerne le numérique, mais en général, c'est d'exiger beaucoup d'obligations de transparence, de notification. Donc on doit toujours s'expliquer, les entreprises doivent expliquer ce qu'elles font, etc. C'est bien, mais ça peut devenir aussi lourd, sans être toujours efficace. Et toutes les obligations, par exemple, d'information du consommateur, c'est bien, mais ça passe aussi par-dessus la tête de la plupart des consommateurs qui n'ont pas d'intérêt à connaître toutes ces informations sur le produit. Donc la transparence, c'est un outil qu'on utilise peut-être un peu à tort et trop aujourd'hui dans la législation européenne. C'est une façon assez soft de réguler, mais qui a ses limites. Donc je ne suis pas sûr que effectivement on arrivera à résoudre les problèmes de biais simplement par la transparence. Il faut sans doute d'autres mécanismes. Il faut surtout qu'on ait encore des humains dans le processus, notamment des juristes, je pense. C'est toute cette notion de human in the loop hein, qui est mise en évidence. Donc il faut que dans le processus, il y ait un acteur humain, mais cet acteur humain doit rester indépendant. Et il doit rester très actif aussi parce qu'il y a un risque d'inertie ou de paresse de l'acteur humain. C'est le juge qui met par exemple les conclusions des parties et des décisions et puis qui pousse sur un bouton et qui ne va pas prendre de distance par rapport aux résultats que la machine peut proposer comme décision. Donc il faut que ce human reste dans la boucle et il y a sans doute beaucoup d'éducation à l'utilisation par les humains de façon à ce qu'on garde la distance par rapport aux résultats, qu'on garde le sens critique, etc. Et donc là, il y a beaucoup à faire qui est peut-être plus efficace encore que certaines obligations de transparence pour résoudre des problèmes de biais. Si on a quelqu'un de raisonnable qui peut encore voir le résultat de la machine et prendre une certaine distance, on risque d'éviter certains biais, en tout cas certaines conséquences des biais. Et ça a l'avantage aussi, c'est qu'on est, je pense, plus à même, nous, en tant qu'êtres humains, à nous projeter dans le futur et à faire le droit de demain, tandis que l'intelligence artificielle, elle est toujours entraînée sur des données du passé, donc elle va reproduire le passé avec ses biais. L'humain peut se projeter et faire évoluer le droit. Donc le droit, dans sa dimension déléguée ferenda, hein, faire le droit de demain, c'est quelque chose qui doit être réservé à l'humain, qui doit rester dans la boucle et qui va corriger alors les biais du passé qui se retrouvent dans la machine. Parfait, merci beaucoup pour ces réponses très intéressantes. Je vais laisser Michel finaliser. Nous arrivons maintenant à ce qui peut être la dimension la plus importante de tout ce que nous venons d'aborder, l'impact de l'IA sur notre démocratie elle-même. Parce qu'au-delà des questions de responsabilité, de données ou de biais, c'est notre rapport à la réalité et à la vérité qui est aujourd'hui remis en cause. En décembre 2025, une vidéo entièrement générée par l'intelligence artificielle, diffusée sur les réseaux sociaux, a fait croire à des millions d'internautes qu'un coup d'État avait eu lieu en France et que le président français avait été renversé. Cette vidéo montrait une journaliste devant des scènes dramatiques à Paris, avec des militaires et des mouvements de foule, affirmant qu'un colonel avait pris le pouvoir à l'Élysée. Le contenu a été vu plus de 12 millions de fois, ce qui l'a rendu suffisamment crédible pour que l'un des homologues africains d'Emmanuel Macron le contacte, inquiet de la situation, lui demandant ce qui se passait dans son pays. Le président français a alors sollicité directement Meta pour que la plateforme supprime la vidéo. Meta a refusé initialement de la supprimer, car selon eux, elle ne violait pas ses règles d'utilisation. Elle n'aurait, à leurs yeux, pas présenté un risque de préjudice physique imminent ou un cas suffisamment grave pour justifier une suppression obligatoire. À la lumière de ces faits, et à l'heure où nos yeux ne sont plus des preuves tangibles de la réalité, pensez-vous que les deepfakes et la manipulation informationnelle constituent une menace démocratique majeure ? Alors,
La réponse, c'est la désinformation, oui, mais pas tellement cette forme que vous avez évoquée à travers l'exemple Macron. Donc, vous avez évoqué ce cas des deepfakes, qu'en langage juridique en français on appelle les hypertrucages. Il y a une définition de l'hypertrucage dans le règlement sur l'intelligence artificielle. Alors c'est un sujet évidemment d'actualité, surtout dans la version deepfake qui en fait est... Alors là, il faudra sans doute revoir, qui dénude les humains, et tout spécialement les femmes, évidemment, parce que c'est utilisé. Donc, certaines d'entre vous, peut-être, ont suivi ça de très près, de trop près, malheureusement. Mais donc, les deepfakes posent des problèmes, mais la question de la désinformation est extrêmement complexe et je pense que c'est pas toujours les exemples qu'on a montrés qui sont les plus problématiques, hein, que ce soit l'exemple Macron que vous avez évoqué ou le pape en doudoune, il y en a eu d'autres qu'on a vus, c'était le président Trump poursuivi par des policiers pendant la campagne. Bon, tout ça, effectivement, sont des travestissements de la réalité. Donc le rapport à la réalité, la question de la vérité est peut-être posée, mais je pense qu'il y a suffisamment de ressources auprès de la plupart de nos compatriotes pour bon, prendre une certaine distance par rapport à ces hyper-trucages-là. Je pense que c'est pas là exactement que ça se joue, mais c'est vrai que ces multiplications de contenus qui sont des contenus qui n'ont plus de rapport à la réalité risquent d'induire une grande partie de la population dans une forme de doute ou bien de finalement tout ça n'a plus d'importance et donc on se détache aussi de l'environnement informationnel parce qu'on n'y croit plus, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de bêtises ou de trucages qui sont permis par ces outils. Et donc ça risque peut-être surtout de forcer les gens à se retirer de la sphère publique. Et donc là, il y a un problème peut-être démocratique, mais c'est pas tellement tel ou tel hyper-trucage, mais c'est en général le fait qu'on ne croit plus à la valeur de la communication et de l'information, parce que de plus en plus, elle est déconnectée de la question de la vérité. Donc là, il y a un enjeu, et on a plusieurs recherches dans le domaine de la désinformation qui me paraît être un sujet très important. Un phénomène donc très, très complexe auquel le droit tente de répondre, mais on n'a pas encore trouvé la bonne réponse. Vous savez peut-être que l'approche, c'est plutôt une approche en termes de régulation du risque, qui est une approche classique pour les grands dommages, que ce soit les dommages nucléaires, les dommages dans le domaine de la santé. Donc on a eu une réaction à des catastrophes nucléaires, épidémiologiques, en termes aussi de pollution, en introduisant une régulation du risque par rapport à ces risques majeurs, mais classiques. On essaie de faire la même chose avec ces nouveaux risques systémiques, par exemple la désinformation. Et le Digital Service Act, donc le règlement sur les services numériques, qui est un peu le cadre européen pour régler la question des contenus illicites en ligne et aussi des contenus qui ne sont pas illicites, mais qui sont dommageables. Et c'est le cas de la désinformation, c'est pas nécessairement illicite, hein. Ce qu'a fait, par exemple, cet étudiant africain, hein, je pense, à propos de Macron, bon, c'est pas illicite, il y a la liberté d'expression qui fait qu'on peut partager des choses qui sont de la fiction, mais il y a donc la liberté d'expression qui intervient. Et par rapport à ce cadre de fond, on a essayé de réguler les risques, dont les risques pour la démocratie liés à la désinformation. Mais ça reste extrêmement vague dans la concrétisation de cette régulation par des risques systémiques, dont le risque
de désinformation. Donc je ne suis pas toujours convaincu non plus par la voie adoptée par le législateur européen pour s'emparer de ces sujets. Cela dit, c'est extrêmement complexe compte tenu des contraintes de la liberté d'expression, qui fait que quand même on peut se moquer et éventuellement mettre en scène un Macron qui a plein de problèmes. Ça fait réfléchir. C'est positif en termes d'échange, même si c'est pas conforme à la réalité. Les gens doivent se rendre compte que c'était tout à fait créé par un, ici un petit gars qui a utilisé un outil. Donc voilà, il y a différentes dimensions, c'est assez complexe, mais je ne suis pas convaincu que l'approche adoptée à travers les articles, par exemple 34, 35, qui imposent des mesures de mitigation des plateformes par rapport au risque de désinformation, vont aboutir. Il y a peut-être d'autres approches plus radicales d'une certaine façon, mais qui sont maintenant mises en évidence avec les problèmes de l'addiction et le problème aussi de la protection des mineurs en ligne, où là on essaie d'aller plus loin en imposant soit des contrôles d'âge, ça pose des problèmes, soit en imposant aux plateformes de revoir leur interface de façon à ce qu'ils ne génèrent pas les problèmes divers des contenus qui sont des contenus partagés simplement pour maintenir l'attention. Et ce principe-là favorise des contenus, évidemment, qui sont extrêmes, puisque c'est eux qui retiennent l'attention. Donc, pour essayer de casser cette logique un peu pernicieuse des plateformes. Donc, on aura peut-être à l'avenir d'autres interventions juridiques qui iront peut-être plus loin que cette régulation par les risques qui me semblent aussi un peu faibles, comme les obligations de transparence qui sont aussi imposées aux plateformes par rapport à la désinformation. D'accord, merci. Dans la même continuité, faudrait-il alors créer une autorité mondiale de supervision de l'IA? Et pensez-vous que cela reste réaliste dans un contexte international aussi tendu? Non, non, c'est certainement pas réaliste, mais même si le contexte international était moins tendu, ça resterait tout aussi irréaliste. Bah, comme vous le savez, on n'a rien au niveau du droit international. Bon, on dira dans le cadre du cours de droit international public qu'il y a des choses, mais bon, ça concerne les États et ça ne règle que quelques problèmes entre États. Euh, bon, on n'est nulle part en termes d'une autorité, évidemment, mondiale, qui est nécessaire pour tous les phénomènes globaux. Et on parle ici de l'Internet, l'intelligence artificielle, ce sont des phénomènes globaux. Donc, effectivement, on est très loin d'avoir le cadre juridique qui serait nécessaire, et je pense que même vous ne pouvez pas rêver de l'avoir dans le cadre de votre longue vie encore devant vous. On n'aura pas un cadre international qui permettra de régler ça. Donc on devra bricoler à d'autres niveaux ce qu'on fait. Donc une autorité mondiale de supervision de l'intelligence artificielle, j'y crois pas fort, parce que, admettons qu'on l'ait, il faut encore qu'il y ait un système peut-être aussi alors pour vérifier la mise en conformité par rapport à des lignes directrices qui seraient adoptées par cette instance. Et là, on va retomber sur les États. Donc il y a des complications, malheureusement. Mais c'est peut-être un des défis pour vous. Il faut passer au niveau mondial, d'abord au niveau européen, pour tous ces nouveaux phénomènes, que ce soit dans le domaine de l'environnement, le domaine du numérique, toutes ces grandes transitions. Et il faudrait passer au-delà du niveau étatique, malheureusement. Bon, on reste dans un droit étatique avec toutes ces limites. Donc, il y a du boulot. Il y a du boulot pour vous, ça. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Stroel, pour la richesse et la clarté de vos analyses. Ces questions juridiques autour de l'intelligence artificielle sont encore largement ouvertes et il est précieux de pouvoir les aborder avec une expertise aussi pointue. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis dans cet épisode de L'humain à droit.